Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce midi. Merci Jérôme d'être avec nous également en direct depuis Bruxelles, c'est cela? Exactement. Alors, je vous propose de patienter une petite minute avant de démarrer. Donc, Jérôme, vous êtes journaliste et animateur journaliste et animateur de radio et de télévision, d'émissions de radio et de télévision à la RTBF, et vous êtes Mhm. également romancier. Les Dragons, votre dernier roman paru donc en 2023 et récemment en poche, est en lice pour le prix du roman Sésame cette année et nous sommes ravis de vous accueillir dans ce cadre. Alors, Merci. Les Dragons, c'est un texte qui est un texte percutant, qui est plein de sensibilité, qui est également engagé et lumineux, dans lequel nous, lecteurs, nous faisons la rencontre de Jérôme. Jérôme, qui est un trentenaire qui a du mal à s'engager dans l'avenir. Et au début du roman, eh bien, sa compagne s'apprête à le quitter. Elle veut un enfant et lui n'en veut pas. Mhm. Et l'annonce de cette rupture eh bien, va déclencher chez lui le besoin de se replonger dans son passé à lui, plus précisément l'année de ses 15 ans, et de retourner là-bas, je vous cite, là-bas derrière les murs, sous le grand chêne, près de la chapelle. Mhm. Alors là-bas, eh bien, c'est le centre de soins psychiatriques pour adolescents où Jérôme va être placé quelques semaines par décision de justice après un énième déferlement d'une grande violence. Et là-bas, eh bien, sont les dragons, ces jeunes euh, abîmés au parcours chaotique, dans une grande souffrance, une grande détresse psychologique dont Jérôme va faire la rencontre. Mhm. Pour démarrer, Jérôme, pourriez-vous nous raconter le point de départ de l'écriture de ce roman pour laquelle vous avez été, je crois, tout à fait en prise avec le réel? Ouais, bah merci déjà pour ce joli résumé. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir. Le point de départ, ça a été plein de choses différentes. Déjà, l'envie d'écrire sur l'adolescence, qui est vraiment la période de la vie que je trouve la plus excitante au point de vue euh, de la narration, du roman, etc. J'adore les films sur l'adolescence, j'adore les romans sur l'adolescence. Et puis, j'ai eu une adolescence qui était, euh, qui était ce qu'elle était, très, 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 très intense, et à tous les points de vue d'ailleurs. Et j'avais envie de retourner dans ce moment où tout est encore possible dans la vie, où tout est en feu, où tout est fort, où il n'y a pas encore cette espèce de routine un peu tiède de l'âge adulte, etc. Donc je voulais retourner là, ça c'était une évidence. Et retourner dans l'adolescence était une chose, mais retourner dans le centre psychiatrique pour adolescents était évidemment une autre. Alors, je me suis évidemment souvenu de mon adolescence. J'ai trois enfants, ils ont parcouru l'adolescence et je me rappelais pas à quel point c'était dur, à quel point c'était violent et à quel point on était abîmé pendant cette adolescence. Et puis, j'ai eu un enfant qui a eu un parcours un peu plus compliqué que les autres, avec de la déscolarisation, etc. Et puis, j'ai vu aussi leurs amis. Et dans leurs amis, il y en avait qui allaient vraiment très mal. Et puis, je suis journaliste, donc j'ai lu la presse tous les jours et j'avais lu des statistiques qui étaient absolument folles. J'avais lu, par exemple, qu'un enfant sur trois entre 12 et 18 ans, en France et en Belgique, déclare souffrir de troubles anxieux et de dépression. Un enfant sur trois. Moi, j'ai un esprit qui visualise tout dans une classe, moi. Et donc, je me dis, merde, un enfant sur trois, ça fait 10 enfants dans une classe. Et puis, j'avais lu aussi qu'un enfant sur 10 avait déjà très pragmatiquement pensé au suicide. Ce qui fait que dans cette fameuse classe, ben, il y en avait deux ou trois qui avaient déjà eu envie de mourir. Et c'est les statistiques que j'ai lues, mais que je n'ai pas réussi à imprimer. C'est-à-dire que je ne comprenais pas, je ne croyais pas que c'était vrai, que c'était possible. Et donc, je me suis intéressé à la question. Malheureusement, je me suis rendu compte que c'était possible, que ces chiffres étaient absolument vrais. Et donc, j'ai décidé d'implanter l'histoire d'amour que je voulais raconter entre deux enfants dans le centre psychiatrique. Très bien. Et du coup, vous avez fait une immersion, hein, c'est ça? Vous avez
vous êtes parti rencontrer voilà, ces jeunes et ces soignants. Vous y Oui, avez passé plusieurs semaines, je crois, plusieurs mois, oui. plusieurs mois même. Euh, Est-ce que ces jeunes et soignants que vous avez rencontrés ont lu par la suite le roman? Euh, Bien sûr, bien sûr, il y en a plein. Alors, pas tous, évidemment, parce que je ne suis pas resté en contact avec absolument tout le monde, mais il y ouais. en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont lu le roman. C'était très important pour moi parce qu'évidemment, après un moment, je me suis rendu compte combien ce sujet était important, Mm, combien il touchait les jeunes, mais leurs familles, et combien il était massif surtout. Et donc, je voulais pas raconter de bêtises en écrivant Les Dragons. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une immersion et d'aller vraiment plusieurs mois, tous les jours, vivre avec eux. En fait, je travaillais le matin à l'époque à la radio. Donc, juste après mon émission de radio, à 11 heures, je partais et j'allais les rejoindre jusqu'à 19 heures. Et ça a duré plusieurs mois parce qu'il fallait que je les rencontre, que je récolte leurs paroles, que je comprenne ce qui les abîmait, s'ils avaient encore de l'espoir, c'était quoi cet espoir, quelle était ma part de responsabilité dans le fait que ces enfants-là aillent mal, qu'est-ce que j'avais livré comme monde à la génération après moi pour qu'il abîme à ce point. C'était une question qui m'obsédait quand j'écrivais Les Dragons, c'était la question de ma culpabilité. mm, mm, Et, euh, et évidemment, on a vécu une aventure humaine. Ils savaient pourquoi j'étais là, hein, les enfants. Ils savaient que j'étais en train d'écrire un roman, etc. Vous savez, il y a un turnover chez les enfants. Ils restent pas là des années. Ils restent là quelques semaines, quelques mois. Et puis, euh, dans la plupart des cas, ils retournent vraiment dans la vie et ils essayent de se construire une vie, comme nous tous, et d'habiter dans le vrai monde. Parce que le centre psychiatrique, évidemment, malheureusement, ce n'est pas le vrai monde. C'est beaucoup plus douillet que le vrai monde. mm. Et le monde est plus violent que le centre psychiatrique, contrairement à ce que plein de gens pensent. Et, euh, et donc, oui, quand Les Dragons est sorti, alors il y en a avec lesquels j'étais vraiment en contact très, très intime, donc ils l'avaient lu avant sa sortie, mais pour les autres, souvent, j'allais dans des librairies ou dans des foires du livre, etc. Et quand j'étais dans les librairies, par exemple, à un moment, je levais les yeux et je voyais un enfant. Et, euh, et on était deux à savoir de quoi on parlait. Exactement, parce que, il y a des personnages qui sont intimement inspirés des jeunes que j'ai rencontrés, dont le personnage principal, donc, dont on n'a pas encore parlé, qui est Colette. Et donc, c'était extrêmement émouvant pour moi de voir ces enfants dans les librairies, et nos regards se croisaient et on était unis. Et alors, pourquoi les appelez-vous les dragons? Est-ce que cela vous est venu Pendant l'écriture. Je ouais. savais très bien que le titre du livre allait être Les quelque chose. Mm, Je savais que je voulais en faire une communauté, la communauté des enfants qui souffrent. mm, Mais je n'avais pas de nom, je ne trouvais pas. Alors évidemment, vous savez comme vous, comme moi, que les noms qu'on donne à ces enfants, c'est les fous, euh, les déscolarisés, euh, les malades. C'est pas des noms qui me plaisent beaucoup. mm, Je voulais trouver un nom qui soit un nom, comme on dit en anglais, d'empouvoirment, avec mm, lequel ils allaient pouvoir avoir du pouvoir, qui n'était pas un nom négatif comme les malades ou les fous, qui était autre chose. Évidemment, j'ai cherché longtemps et je ne trouvais pas, etc. Et puis, quand vous passez quelques semaines dans un centre psychiatrique, vous découvrez une des horreurs des centres psychiatriques qui est l'automutilation et la scarification. Et je remarquais que sur les peaux de ces jeunes filles, sur leur avant-bras, etc., il y avait des marques qui séchaient petit à petit et qui ressemblaient à des écailles. Donc j'avais écrit sur un bout de feuille, écailles, serpents, etc., etc. Puis un jour, je suis sur Wikipédia et je découvre absolument par hasard l'existence d'un globe terrestre qui s'appelle le globe de Lennox, qui est le premier globe en 3 dimensions qu'on a trouvé. Il date de juste après les grandes découvertes de 1500. Et au sud de l'Asie, le cartographe, dont on ne connaît pas le nom, Lennox, c'est un des acheteurs, il a dessiné des dragons, des serpents, il a écrit Ixunt Dracones. Il a écrit Ici sont les dragons. Ce qu'il voulait dire par là, c'était ici c'est terra incognita. On ne sait pas ce qu'il y a, et donc c'est un danger. Et l'idée de on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces murs ou derrière cet océan, et donc, comme on ne sait pas ce que c'est un danger, c'est exactement l'image que la société se fait de ces enfants. Qu'ils sont dangereux, qu'on ne les comprend pas, et que c'est pour ça qu'on les cache, et que c'est pour ça qu'on les renvoie de l'école. Ils sont évidemment pas dangereux. Et donc,
là, ça m'est sauté aux yeux. Je me suis dit, OK, ce sera ça. Ils s'appelleront les dragons et à l'entrée du centre, il y aura une barre en banderole. Ici sont les dragons, parce que c'est là qu'ils habitent. Est-ce que vous l'effleuriez tout à l'heure, mais dans ce roman, il est question de rupture, mais rupture au sens large, hein, finalement du terme. Mais il est également question d'amour et d'émoi. Hein, Mhm. raconter une rencontre amoureuse, en l'occurrence la rencontre, Oui. était-ce aussi le sujet qui a présidé à l'écriture de ce roman? Ouais. Au début, c'est même le premier sujet, c'est de raconter une histoire d'amour entre deux enfants. La première histoire d'amour, le premier choc amoureux de mon petit héros. Je voulais raconter ça parce que je me rappelais, figurez-vous, de ce que ça fait les premières fois quand on tombe amoureux et l'effet dévastateur que ça a sur nous et le monde qui s'ouvre soudainement et qui devient fascinant et puis la découverte de la peau des autres et puis c'est absolument fou comme expérience humaine. Et j'avais très envie de raconter ça, plus ce qui se passe dans notre cerveau que sur notre peau d'ailleurs, mais quand même, tous ces bouleversements absolument fous de la première fois on tombe amoureux et que le monde prend un sens qu'il n'avait pas avant et que tout explose tout comme ça. Et donc c'était l'envie. Et puis moi je vis encore avec la femme dont je suis tombé amoureux quand j'étais plutôt très jeune, parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 20 ans. Et c'est la maman de mes enfants et je l'ai encore quittée ce matin. Enfin, pas quittée, hein, je veux dire, je l'ai vue ce On va matin. retrouver. Et, et, euh, et j'avais très envie d'écrire ce qu'il m'est arrivé quand je l'ai rencontré. C'était une manière aussi. J'aime bien dans mes livres qu'il y ait un livre pour les gens et puis qu'il y ait un livre pour ma famille, comme ça. Et c'est ma manière de lui dire que je l'aimais, 30 ans après notre rencontre, si vous voulez. Et donc, j'avais envie d'en. Et pour tout vous dire, elle s'appelle Colette. Et donc, parce qu'une fois que j'avais donné mon nom, je me suis dit, ah, je ne vais pas donner un autre nom, etc. Je l'ai appelée Colette. Alors, vous allez me dire, vous l'épargnez pas dans le livre, c'est vrai. Et en même temps, on est comme ça. Et donc, c'était c'était vraiment, oui, l'envie de raconter une histoire d'amour et peut-être aussi un peu la nôtre, même si on n'a pas été ces enfants-là, mais on s'est aimé de cette manière-là. Je voulais vous demander aussi, Jérôme, quels ont été vos sentiments après l'écriture de ce roman? Est-ce que vous avez vécu une sorte ouais, de contre-coup une fois l'écriture achevée? Oh que oui. Ouais, j'imagine. Oh que oui, et même pas après, pendant. Pendant et après. C'est-à-dire que la vérité, c'est que quand j'écrivais le roman, j'étais dans le centre et je me suis rapproché évidemment de plusieurs enfants, etc., dont une jeune fille qui s'appelait Nell, qui malheureusement est décédée aujourd'hui, qui est vraiment la jeune fille dont je me suis beaucoup inspiré parce que j'ai passé des jours et des semaines avec elle pour fabriquer le personnage de Colette. Et je l'ai fait avec elle et en lui posant beaucoup de questions, elle me racontait sa vie. Et malheureusement, quand j'étais, je dirais, à la moitié de l'écriture des Dragons, elle a fait ce qu'elle menaçait de faire. Elle s'est suicidée, malheureusement. Et donc, j'ai arrêté d'écrire les Dragons parce que ça n'avait absolument plus aucun sens pour moi d'écrire si elle n'allait pas le lire, parce que c'était aussi un livre que j'allais écrire pour elle, finalement. Et puis parce que j'étais dévasté par sa mort, tout simplement. Parce qu'elle n'avait que 17 ans et que moi, j'étais adulte, elle avait l'âge d'un de mes enfants. Et je m'étais dit que j'allais l'aider à la projeter dans l'avenir et que, comme je lui proposais je lui disais toujours à la sortie du livre, ça va être marrant, tu vas venir parler avec moi, et que la projeter dans l'avenir, il y avait la possibilité de, de l'empêcher de faire des choses. Donc non, c'était effectivement difficile. Donc ça a été évidemment le premier coup, mais après j'ai repris, si vous voulez, l'écriture. Mais après, il y a eu, ouais, évidemment, il y a un contre-coup très très violent après, parce que quand vous quittez cette écriture-là et ces enfants-là, vous vous sentez très seul finalement.
Vous dédicacez d'ailleurs à cette jeune Nell ce roman. Mhm. Ouais. Mm, mm. Euh, Alors, il me semble pardon, la moindre des choses. oui. Mm. J'imagine. Alors, est-ce que du coup, je rebondis un peu sur l'écriture, mais y a-t-il eu des passages plus difficiles à écrire que d'autres, voilà, pour lesquels vous avez peiné, et à contrario, des passages que vous avez adoré coucher sur le papier? Hein. Oui, vraiment. Souvent, les gens me disent, oh, vous m'avez fait pleurer, j'ai lu votre livre. Et je leur dis toujours, vous inquiétez pas, j'ai plus pleuré que vous en l'écrivant. Mhm, C'est vraiment un livre que j'ai écrit en pleurant, je pense, à cause de la perte, mhm, à cause de la mort de Nell et de mon effroi devant sa mort et de l'engagement que j'avais pris avec elle de raconter son histoire. Parce que quand elle dit aux gamins dans le livre, tu raconteras hein, que c'est pas l'adolescence, qu'on souffre vraiment. Elle m'a dit ça. Elle m'a demandé de le raconter. Et donc, euh, évidemment, une fois que j'ai abandonné le livre, je l'ai évidemment repris, sinon vous ne l'auriez pas en main aujourd'hui. Pour ça, parce qu'elle me l'avait demandé. Et donc, il est évident que toutes les scènes d'amour où ils se rapprochent, euh, j'ai adoré écrire ça. C'était un plaisir fou d'écrire cet enfant qui essaye de comprendre ce qu'il ressent quand elle est dans son champ de vision, ce qui se passe en lui. Et c'était fascinant de retourner à cet endroit-là de mon adolescence. Après, évidemment, il a fallu écrire d'autres moments, dont la scène principale du roman, qui est une nuit où les deux enfants s'échappent et vont près de la chapelle. Et ils passent une nuit à se parler et elle lui raconte toute son histoire. Et à la fin, ça se termine comme ça se termine. C'est sûr que c'était pas une partie de plaisir. C'est sûr que c'est des. D'ailleurs, ça me refait exactement le même effet maintenant en vous en parlant. C'est-à-dire que c'est des endroits où je n'aime pas aller. Mais je pense que c'était la moindre des choses mhm, d'écrire ces scènes-là, de les étirer et de dire la vérité, de dire ce qu'elle n'a pas pu dire. mhm, mhm, Bien sûr, c'était très difficile, ça. Bien sûr, c'était effroyable. mhm, mhm. C'était un roman qui vous a demandé beaucoup de temps. Enfin, ça a été long à écrire. Enfin, c'était un Un projet an, là, qui s'est allé sur le temps. Non, un an. non, un an, ouais, un an, ouais. Non, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, et puis évidemment aller voir les jeunes, apprendre Mhm, l'alimentation, comprendre, etc., jusqu'à la dernière ligne. Je pense une année de travail. Donc c'est pas rapide, mais c'est pas lent. mhm, Par exemple, mon deuxième roman, j'avais mis bien un an et demi à l'écrire avec le même rythme de travail. Donc mhm. non, celui-ci, une fois que ça sortait, en fait, c'était clair. C'était la première fois que j'écrivais un roman qui me paraissait alors évidemment, hein, c'est que des emmerdes d'écrire un roman. Hein. Mais Ah, parce qu'évidemment, on doit répondre à 2 millions de questions qu'on se pose. Mais il y avait quelque chose qui était plus évident cette fois-ci. Même si après, il faut construire chaque personnage, il faut savoir ce qu'ils font après, il faut savoir de comment est la pièce. Vraiment, écrire un roman, c'est un casse-tête fou. Hein. Mais en fait, c'est devoir répondre à plein de questions inutiles. Il est de quelle couleur le mur? Et, mais sur la trame du roman, c'était ce que je voulais raconter était assez clair. C'était un, je voulais que les jeunes qui lisent ce livre se sentent plus seuls, qu'ils sachent que qu'on n'est pas seul, mhm, on est plein à souffrir, qu'il n'y avait pas de honte à être malade, surtout pas de honte à être malade, que l'amour sauve et que les livres aussi. C'était vraiment quatre choses que je voulais dire dans le roman. Et en fait, il ne fait que tourner autour de ces quatre idées-là. mhm. Voilà. Alors, c'est un roman à l'adresse des adultes aussi, hein, Sûr, enfin, et des bien parents. sûr.
Alors, je le disais en introduction, mais voilà, vous êtes journaliste, vous animez des émissions, donc j'imagine que vous devez jongler entre votre travail d'animateur, votre travail d'écrivain, et puis voilà, la vie, tout simplement. Comment dégagez-vous du temps pour ce faire? C'est très compliqué. En fait, j'écris dès que je ne travaille pas. C'est-à-dire que si par exemple, ce matin, par exemple, je me suis levé, j'avais un peu préparé mon émission qui a lieu à 16 heures aujourd'hui. Et je savais qu'entre 8 heures et 10 heures, j'allais pouvoir écrire. Donc j'ai écrit entre 8 heures et 10 heures ce matin, par exemple. Mais si j'ai un rendez-vous ce soir avec un copain à moi dans un bar, si je peux arriver un quart d'heure plus tôt et que lui arrive un quart d'heure plus tard, je vais écrire dans mon téléphone, par exemple. Le week-end, euh, je vais aller dans mon bureau 2 heures. Ou alors, après avoir mangé, je vais dire à ma femme, attends, j'arrive dans un quart d'heure et je vais écrire un quart d'heure. Je peux écrire à la fois 2 minutes ou 4 heures, quoi. Mais j'écris dans les trous, en fait. Et ça me va très bien, jusqu'à un certain point. À un certain point, il faut vraiment tout arrêter et pendant un mois, ne faire que ça pour que toutes les pièces du puzzle qui sont un peu séparées s'assemblent. Mais vous avez un plan quand même J'adore de écrire dans les départ. trous. Enfin, J'ai un plan. pardon, Ouais, 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 vous avez je un me fais. plan de Alors, départ. Ouais. je suis pas extrêmement fidèle, mais j'ai besoin d'un plan pour commencer. Ouais. Et vous avez la fin en démarrant. Enfin, ou alors vos personnages vous emmènent parfois Oui, là oui, où oui. vous n'auriez pas Oui, été. oui, oui, oui. J'ai pas la fin. Je sais qu'il va se passer des choses, mais la fin, non, je l'ai jamais. Non. C'est chouette de l'écrire à la fin. Quand soi-même, on a traversé l'aventure. Il faut avoir soi-même traversé l'aventure pour pouvoir écrire une conclusion, je crois. Non, la fin, j'ai jamais. J'ai les grands événements. Voilà. Mais c'est pas grand-chose, en fait. Hein. Et vos personnages, alors certains auteurs ont des fiches par personnage. Hmm. Parfois, il leur échappe. Ouais, alors moi j'écris beaucoup sur les personnages, j'écris, je leur fais faire des trucs, et puis après je relis ce que j'ai fait et je note, ah oui, lui il est comme ça. Il s'habille bien ou il s'habille mal, il a les chemises bien repassées ou des chemises pas bien repassées. C'est ce que j'ai écrit en essayant de visualiser le personnage. J'en sors une espèce de carte d'identité comme ça. Mais moi j'écris des tonnes de trucs et puis je reviens pas sur ce que j'ai écrit. C'est assez bizarre, mais j'ai besoin de l'écrire pour cerner. Et puis cette fiche du personnage, je vais pratiquement rarement aller la revoir, mais ça m'a permis de le fixer un peu dans mon cerveau, quoi. C'est ma manière de travailler, en tout cas, qui passe beaucoup par le fait de faire des listes euh, et d'écrire des parties du livre dont je sais pertinemment bien qu'elles ne seront pas dans le livre, par exemple, pour développer un personnage, par exemple. Mais du coup, ces parties qu'on ne voit pas là, on peut les retrouver dans un autre roman ou non, Non, elles sont non, jetées. parce qu'en plus, je les jette. Ouais. Ouais. Il y a des écrivains qui gardent beaucoup de versions comme ça, de leur travail et qui gardent toutes leurs notes, etc. Moi, je jette tout au fur et à mesure Mm. pour ne pas être tenté par paresse de revenir à des choses que j'aurais écrites sans trop de conviction. Et Et, et le travail avec l'éditeur, alors est-ce que pour ce roman-là, y a-t-il eu beaucoup de coupes ou au final, il a... ça coupait pas mal. Au Ouais. début, je dirais qu'il faisait bien 40-50 pages de plus. C'est un court roman, hein, Les Dragons. Oui, oui, Et il est absolument. vraiment très court, hein. Et Mm. il faisait 40 ou 50 pages de plus. Et mon désir, c'est marrant parce que vous avez dit tout à l'heure, je dis, j'aime bien quand les enfants le lisent, mais vous avez dit c'est aussi pour les parents. Évidemment, Mm. c'est un livre de littérature adulte. Mais, euh, mais j'avais envie vraiment qu'il soit lisible par les jeunes. Les ados. Ouais. C'était mon rêve secret. Et d'ailleurs, je suis content parce qu'ici en Belgique, c'est un livre qui se lit beaucoup à l'école et tout ça maintenant. Mm. Tout à fait content de ça. Et, et donc, à la fin, on en a parlé avec mon éditeur, Guillaume Allary, de chez Allary. Et vraiment, je lui ai dit, j'aimerais vraiment ramener ce livre à l'os, quoi. Vraiment, tout ce qu'on peut couper, on le coupe. Et il m'a dit, OK. Et j'ai pris un plaisir absolument fou. J'adore. J'adore couper ce que j'ai écrit et que je trouve moins bien. Je trouve je sais pas à quoi ça. C'est très agréable. C'est une étape de l'écriture très libératrice. Vous savez, vous avez passé des jours sur un paragraphe et vous l'effacez en 3 secondes.
Et en fait, comme ce travail est déjà loin derrière vous et que ce livre, il a une forme plutôt finie, ça fait pas trop mal. Je trouve que Mm, c'est très agréable de voir qu'en fait, le livre est en train de se muscler comme ça. Il perd du gras et il se muscle et c'est très agréable à faire. C'est une étape, je pense que c'est d'ailleurs mon étape préférée dans le processus d'écriture. mm, mm. En couple. Et votre premier roman est paru en 2015, Ouais. Éviter les péages. Vous, vous écriviez depuis déjà longtemps. Est-ce que c'est avant cette date, est-ce que ce roman voilà, était voilà, en projet depuis déjà quelque temps ou comment J'avais toujours rêvé ouais, depuis d'écrire? vraiment, c'était vraiment un rêve de gamin, etc. Et Mm, puis après, je suis rentré dans une autre carrière que celle de journaliste à la radio, à la télévision belge, sur le service public, etc. Puis vous vous mettez de l'autre côté de la barrière, évidemment. mm, En étant journaliste, c'est vous qui posez les questions à ceux qui ont écrit des romans. mm. Et donc, je me suis longtemps refusé le droit de le faire. Et puis j'ai lu une phrase d'Oscar Wilde un jour qui disait tout a été écrit, mais pas par moi. Et j'ai trouvé cette phrase très libératrice. Parce qu'évidemment, tout a été écrit et le monde n'a absolument pas besoin de mes petits livres. Mais le fait qu'Oscar Wilde dise tout a été écrit, mais pas par moi, à savoir que on a le droit. Ça désinhibe Si un on peu, a ouais. envie, Mm, si on a envie, on a le droit de le faire. mm. Voilà. Et j'ai aimé cette idée d'avoir le droit de le faire et je l'ai saisie. Très bien. Et pour voilà, pour notre plus grand bonheur, puisque C'est gentil. voilà, ça a été un plaisir de vous découvrir avec ce roman. Donc, Les Dragons, je voulais vous demander aussi, parce que votre roman est parcouru de références, alors musicales, oui, et littéraires également. Je voulais vous demander, du coup, Jérôme, quels sont les auteurs qui ont nourri comme ça votre désir d'écriture, Hmm. mais également vos conseils de lecture plus récentes. Ok. Alors, mes auteurs préférés, par exemple, ça va être quand j'étais grand ado, jeune adulte, j'ai lu tout Paul Auster Ouais. qui m'a, qui m'a subjugué par sa capacité à raconter des histoires. Je trouvais que vraiment, il avait une capacité à raconter des histoires qui étaient absolument hors normes. Et puis, j'ai découvert la contre-culture américaine, et puis, euh, et puis Philippe Roth, Roth. qui Mm, est vraiment mon mm, écrivain préféré au monde. Et puis David Foster Wallace, qui a un style absolument fou. Joyce Carol Oates, que mm, j'aime par-dessus tout. mm. Euh, Patrick Modiano. Euh, oh là là, tant d'autres. Vous savez, moi, je Tant, passe et tant d'autres. Et tant à d'autres. lire. Là, je suis fasciné par Tommy Orange, par exemple, aux États-Unis, par Donald Ray Pollock et son livre qui s'appelle Le Diable tout le temps, qui est vraiment une merveille. Avec une sensibilité, il est vrai, pour la littérature américaine, Mm, euh, mais, euh, mais je pense que Philippe Roth est vraiment la quintessence de ce que j'aime dans la littérature, à savoir, un, la capacité à créer des personnages très forts qu'on n'oublie pas, comme il fait dans Némésis, par exemple, des histoires plus grandes qu'elles n'en ont l'air, puis évidemment, le style absolument fou qu'a Philippe Roth dans son écriture. Pour moi, c'est vraiment la quintessence de mm. l'écrivain. C'est J'ai une photo de lui dans mon bureau, tout ça, comme un fan, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup d'auteurs par mon travail, mais jamais Philippe Roth, malheureusement. Ouais, malheureusement. Et d'ailleurs, votre roman Les Dragons est organisé autour d'une phrase extraite d'un roman de Philippe Roth et qui sonne, qui sonne un peu comme un mantra, je trouve. Penche-toi sur ton passé, répare ce que tu peux réparer et tâche de profiter de ce qui te reste. Mode d'emploi de la vie, Mode Philippe Roth, d'emploi. trois Mm, phrases. mm, C'est mm, tout le talent. mm. Et Incroyable cette phrase. votre mode d'emploi à vous, de la vie ou la vie mode d'emploi, pour reprendre un célèbre titre, eh bien, il est se trouve à la fin du roman, donc à travers une lettre que vous Mhm. adressez.
voilà, qui aurait pu se trouver ailleurs, d'ailleurs, normalement, mais qui se trouve là et qui est très, très percutante. Elle aussi est toute simple. Oui, ouais, elle est adressée à un Une- enfant. à un enfant, Être voilà, c'est ça. un futur père adressé à un futur enfant. Et Mm. c'est juste, il lui dit attention, vieux conisme ici, hein. J'ai pas envie de faire le vieux con, mais en même temps, j'ai Ah, quelques années de plus que toi dans la vie et j'ai rien à te conseiller parce que très honnêtement, je ne sais pas grand-chose. Mais par contre, il y a quelques petits trucs pour pas perdre ton temps. mm, Comme aime-toi, de toute façon, tu seras jamais personne d'autre. Des petites choses aussi bêtes que celles-là qui font que parfois dans la vie, on perd un temps fou sur des choses qu'on ne pourra pas changer. Donc il lui dit en gros, concentre-toi sur ce que tu peux changer, mais il y a des choses qui sont immuables et celles-là, aime-les, accepte-les et, euh, et avance, ma chérie. mm. Quand tu es triste, dis que tu es triste, ne crains pas les puissants, ils ne font que passer, vis des histoires d'amour, il n'y a que ça de vrai. N'arrête jamais d'apprendre, la vie est plus longue que ce que tu crois. Et viens, s'il te plaît, voir ton vieux père de temps en temps, je crois que tu lui manques. C'est une succession de petites phrases comme celle-ci, tout à fait, Oh, percutantes. Et donc, comment va Jérôme aujourd'hui, Jérôme? moi, Votre Jérôme, le Jérôme des dragons. Jérôme des Dragons, c'est beaucoup de personnes. Mm. C'est à la fois des jeunes que j'ai croisés là-bas et c'est évidemment un peu moi aussi. Donc, il va pas mal. Il va pas mal, non? Il a de la chance. Ouais. J'ai beaucoup de chance, moi. Vous savez, j'ai eu une adolescence où on me disait tous les jours, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça va pas être joli, joli, cette histoire. Et puis, j'ai eu l'occasion de prendre ma revanche sur les gens qui me disaient ça, c'est-à-dire que j'ai un métier qui est chouette, qui m'amène beaucoup de bonheur. J'écris des livres, je peux parler des autres, pas que de moi. Euh, j'ai une femme que j'aime, j'ai des enfants en bonne santé, j'ai beaucoup de chance, bien sûr. Vous Ah, avez mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous, du coup, dans ce roman. J'ai lu par-ci, par-là, en préparant la rencontre, que voilà, il y avait quand même une partie autobiographique. il a mes colères. Il y a vos Alors, moi, colères. Ouais. j'ai pas été euh, interné dans un centre psychiatrique quand j'étais Mm, enfant, mais mm, j'aurais pu, en fait, parce que j'étais systématiquement renvoyé de l'école. Moi, on me renvoyait de l'école parce que je convenais pas à ce que l'école attend d'un enfant. Et, euh, et donc, j'étais très en colère. Et ça, c'est un peu resté d'ailleurs, je vous l'avoue. Mais donc, l'enfant des dragons, il a absolument toutes mes colères. Toutes les colères qu'il exprime sur la vie, le monde, l'école, mm, la société qui l'entoure. Toutes ces colères, toutes ces angoisses, c'est vraiment les mêmes, les miennes. Et malheureusement, il n'y en a aucune qui s'est dissipée avec l'âge adulte. mm. Il y a de l'espoir quand même. Ouais, mais on peut vivre avec, c'est ça que Ouais. j'explique aux dragons, c'est Mm, chouette. mm, Trimballons notre sac, il faut juste qu'il soit pas trop mm, lourd. C'est ce que mm, j'explique toujours à mes enfants et à moi-même d'ailleurs. C'est que si on avance dans la vie, évidemment qu'on va se charger de choses pas bien. Bien mm, sûr qu'on va se charger de choses pas bien. Et de choses qui nous ont blessés, qui nous blesseront encore, etc. C'est comme un sac à dos. Mais à un moment, le sac à dos est lourd, il faut laisser tomber des choses, il faut enlever des pierres de ce satané sac à dos, mais c'est pas pour ça qu'il mm, faut tout enlever. On peut garder des choses pas bien avec nous et il faut garder des choses pas bien avec nous. C'est pas grave. Si le sac, on peut le porter sans avoir mal au dos, tout va bien, en fait. Pas tout abandonner de ce qu'on a été, laisser totalement l'enfant qu'on a été sur le chemin. On peut le prendre avec. Il faut juste qu'il soit pas trop lourd, mm, mm, mm. selon moi. Alors, on a effleuré le sujet tout à l'heure, Jérôme, mais votre personnage principal, du coup, c'est comme ça que vous l'appeliez tout à l'heure, Mhm. Colette. Ouais, Colette, eh bien, est une grande lectrice et elle va j'ai oublié donner de vous le... citer Steinbeck tout à l'heure, qui est vraiment. Oui, absolument, absolument. Et elle est une grande lectrice et elle va donner le goût des livres à Jérôme. Ouais. Euh, donc, elle va au final transformer sa vie à plusieurs égards.
Oui, Vous êtes vous-même animateur d'émissions de radio et de télévision dans lequel vous partagez voilà, des coups de cœur littéraires. Enfin, vous parlez musique, vous parlez cinéma, vous parlez livres. Et vous y rappelez, du coup, je pense que la culture et la littérature sont essentielles. oui. Vous êtes vous-même un passeur, Je- comme Colette. bah, on ne l'a jamais faite, celle-là. Oui, je passe ma vie à ça, à essayer que les gens lisent. Donc, j'accepte bien ça. J'avais jamais pensé comme elle. C'est très rigolo. Merci. Euh, ouais, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, dans un monde qui va tellement vite, de prendre le temps lent et le temps long de la lecture. Je pense que c'est absolument primordial. Je pense que la lecture est quelque chose d'unique dans l'univers des arts. C'est pas la musique, c'est pas le cinéma, c'est pas le théâtre. Quelque chose qu'on fait de soi à soi et où on a une rencontre d'une intimité exceptionnelle avec les autres, de la manière dont les autres vivent. Et ça nous apprend, en tout cas, je sais que chez moi, ça m'a appris l'empathie, parce que j'ai lu des histoires qui m'ont montré qu'il fallait pas tous vivre comme on vivait dans mon petit village quand j'étais enfant pour être un être humain. J'ai compris très vite que on pouvait ne pas partager la même culture, les mêmes normes, les mêmes lois, les mêmes règles, et être des êtres humains absolument égaux. Et je pense que c'est ce que la littérature nous montre, et elle nous montre surtout, comme je le dis dans Les Dragons, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y en a d'autres que nous, et que, comme je dis dans le livre, nous sommes légion. C'est-à-dire que la littérature permet vraiment de se faire des amis. Enfin, moi, si vous me demandez dans mes amis, je vais vous citer Georges Elini des Souris et des Hommes de Steinbeck, et ce n'est qu'à moitié faux. C'est-à-dire qu'ils font vraiment partie de ma vie. Et pourtant, ce sont de purs êtres de fiction. Ou E.T., par exemple, au Ah cinéma. oui, Ah ouais, c'est ouais. vraiment mon personnage de fiction préféré au monde, E.T. Et, euh, et c'est un personnage qui fait partie de ma vie. Mm, Et j'aime beaucoup ça, de pouvoir exister dans deux mondes à la fois, tout en étant adulte et en sachant évidemment hein, que ces personnages n'existent pas, mais ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont raconté m'a touché. Donc c'est ça l'essentiel. Qu'ils mm, soient de fiction ou des êtres humains, peu importe. mm, Est-ce que leur message m'a touché ou pas? Oui, il m'a touché. mm, mm. Et justement, il est beaucoup question de la normalité aussi Oh oui, dans votre roman, euh, toute, euh, toute relative finalement. plus que relative, vraiment. Ouais. Mm, C'est une des idées du livre, c'est dire que la normalité, ça n'existe pas mm, et que dès qu'on nous demande de devenir normaux, il faut sortir les drapeaux rouges et se demander pourquoi la personne en face de nous nous le demande, mais pas du tout remettre en compte ce que nous sommes. Ça n'a aucun sens. Je pense que la norme, qu'elle soit à l'école ou dans l'entreprise ou dans la famille, est quelque chose d'extrêmement dangereux et surtout d'extrêmement violent. On n'a pas on n'a pas à nous demander d'entrer dans une norme. On nous demande d'entrer dans la loi. OK? Dans la loi, je suis entièrement d'accord. Dans la mm, norme, hors de question. Et c'est tellement excluant. Et l'exclusion d'un enfant, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'un enfant qui va mal, si vous l'excluez, qui se retrouve tout seul, vous êtes vraiment coupable de quelque chose qui, à mes yeux, est très grave. mm. Oui, vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises hein, dans le roman, cette responsabilité Bien sûr, des adultes. quand des Ouais. professeurs sont dans une salle Mm, de profs et décident de l'exclusion d'un élève à l'école, véritablement, ils ont en main une décision beaucoup plus importante que ce qu'ils pensent. Parce que si cet enfant va mal et que vous le coupez de ses pairs en le renvoyant dans sa chambre où il va être seul, euh, votre responsabilité est beaucoup plus grande que vous ne l'imaginez. C'est ce que vous pouvez faire de pire pour cet enfant, en fait.
Donc oui, exclure un enfant aujourd'hui est un débat qu'il n'y a pas du tout en Belgique, par exemple. Il n'y a pas de débat sur l'exclusion scolaire. Moi, je milite contre l'exclusion scolaire et il n'y a pas du tout de débat autour de ça ici en Belgique. Et vraiment, ça m'attriste parce que c'est une question très, très importante. Puis, quel modèle de société on montre? Si l'école montre aux enfants qu'en fait, quand il y en a un qui dérange, on l'exclut, et quand ils vont devenir parents, quand ils vont devenir patron d'une petite entreprise, quand quelqu'un va déranger, ils vont l'exclure. Et c'est un modèle de société. Moi, j'aimerais bien que l'exclusion ne soit pas un modèle de société. C'est en ça aussi que je disais dans l'introduction, votre texte est engagé, profondément Oui, je pense, ouais. engagé autour d'un modèle de société Solidaire. solidaire, Ouais. absolument. Mm, mm, Je mm, crois à ça très fort. Je crois que vraiment la plus belle chose du monde, c'est les autres. Point. mm, Et, je crois à ça de manière maladive. mm. C'est le message d'ailleurs du roman, hein. C'est ça Oui. qui sauve. Mhm. Mm, Les autres. mm, Il n'y a que ça. mm. Un hymne aux Ouais, je autres, crois. un hymne aux autres, à l'autre, au collectif, au faire Mhm. ensemble, au vivre ensemble. Exactement. Donc, je ne l'ai pas précisé en début de rencontre, excusez-moi, mais parmi les participantes, participants, il vous est évidemment possible de poser vos questions à Jérôme ou d'intervenir. Pour cela, je vous invite à passer par le question-réponse qui est donc en bas au centre de votre écran, si vous le souhaitez. Il nous reste allez, 5-10 minutes, Jérôme. Donc, j'invite les participants voilà, à nous poser des questions dès à présent. Moi, j'avais une autre question, Jérôme. Je voulais Mhm. savoir si, comme chez Jérôme, donc Jérôme des Dragons, eh bien, votre bibliothèque à vous, elle est dénuée de tout classement. C'est un Oui, bazar, oui, mais dans lequel vous êtes peut-être le seul à vous retrouver. exactement. Si vous me demandez un livre, je vais le trouver tout de suite. Mais il n'y a aucune règle. Les Français avec les Anglais, avec les Italiens, les Espagnols, les Américains, les Sud-Américains, les Japonais, pas d'ordre alphabétique, rien. Pas par maison d'édition, rien. Les livres Pas les sont, poches d'un ils côté, sont les brochures posés. de l'autre. Il y a Ah, tellement d'ordre dans ce monde, est-ce qu'on peut désordonner nos bibliothèques? et les bibliothèques s'y prêtent bien. Ouais, Ouais. je trouve ça, c'est marrant. J'ai un copain qui est vraiment, mais alors à l'opposé, il a une bibliothèque, mais vraiment, je jure, c'est incroyable. Tout est réglé, tout est organisé, etc. Et je lui dis toujours, ta bibliothèque, c'est un cimetière. Et c'est pour ça que j'ai écrit dans Les Dragons, les bibliothèques ne sont pas des cimetières. Il ne faut pas d'aller bien droite et tout ça. Et je sais pas, j'adore mais moi j'aime le désordre. J'aime le désordre. Alors, pas dans ma maison de tous les jours, etc. Mais ma maison est bien rangée. C'est parce qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent avec moi dedans et donc je m'efforce. Mais mon bureau, je dois bien vous avouer que c'est un. Mais j'adore, je trouve ça bien. C'est exactement ce qui se passe dans mon cerveau. C'est la même chose. Et j'aime beaucoup ça que mon bureau ressemble à mon cerveau. Et que ce soit le bordel intégral et l'assumer. J'aime les piles de livres, Mm, j'aime ça. mm. Ma pensée est faite comme ça. Et donc j'aime bien que ma bibliothèque soit extrêmement désordonnée aux grandes dames des autres membres de ma famille quand ils doivent trouver un livre. Alors, on a une Delphine donc, qui nous dit que bon, elle n'a pas de questions en particulier à vous poser, Jérôme, mais elle vous dit qu'elle était très émue par la lettre finale, qui, je la cite, m'a donné envie de la faire lire à mon fils de 15 ans et demi. Oh, c'est gentil. Delphine vous dit merci pour ce livre, j'ai hâte de lire vos prochaines créations et de les partager autour de moi. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil, ça me fait plaisir. Il y a plein de gens m'ont dit qu'ils avaient lu cette lettre à leurs enfants ou qu'ils auraient aimé recevoir une lettre comme ça de leur père ou de leur Mm, mère. Et mm, c'est très touchant. Et il faut le faire en fait. C'est pas compliqué mm, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et quel que soit l'outil qu'on utilise, la lettre de mm, ce livre ou autre mm, chose, mm, mais c'est c'est une des idées centrales mm. des dragons. C'est c'est de simplement
aux gens qu'on aime, qu'on les aime, au bon moment, pas trop tard. Alors Delphine, voilà, vous dit qu'elle a hâte de lire vos prochaines créations. Justement, merci Delphine, c'est une excellente transition, puisque je voulais vous demander, Jérôme, si vous étiez aujourd'hui sur un nouveau projet d'écriture, et si c'est le cas, de bien vouloir partager voilà, quelques mots avec nous sur ce projet. Ouais, je suis en plein dedans là. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein. Vraiment, ça va me prendre un an encore, mais je travaille tous les jours. Je travaille sur un livre dont le sujet de fond Mhm. va être la vitesse du monde. Et la question du livre, c'est comment habiter humainement un monde aussi rapide que le nôtre. Comment on fait Mhm. pour être des êtres humains qui sommes par nature, hein, des êtres lents. Quand on est, on met un an à savoir marcher. Quand on se casse un os, on met des mois à ce qu'il se ressoude. Quand on mange, on doit digérer, on doit dormir tous les jours. On est vraiment des êtres lents. Et comment on fait pour... et notre cerveau est le même qu'il y a 40 000 ans. Donc on a le même cerveau qu'un chasseur-cueilleur, par exemple. Comment on fait avec ce cerveau pour habiter humainement un monde qui va aussi vite que le nôtre et ne pas trop être abîmé par ce monde. Et pour ça, je suis en train de raconter l'histoire de la vie d'un jeune garçon, une fois de plus, de 0 à 20 ans. Et, euh, et ce garçon va évidemment être, sa vie va évidemment être bouleversée par la révolution de l'informatique, la révolution numérique, les réseaux Ouais. sociaux, Mhm. l'intelligence artificielle, qui accélèrent le monde de manière absolument déraisonnable et qui accélèrent pas que ce qu'il y a dans le téléphone, qui accélèrent le monde entier. Et je vais essayer de raconter la manière dont un enfant tente de s'en sortir alors qu'il est lent dans un monde aussi rapide. Voilà, c'est un peu l'idée centrale du livre pour le moment. Mhm. Très bien. Et alors, une idée de la date de parution, de la période en tous les cas de parution, vous n'en êtes qu'aux prémices là, à Non, non, aujourd'hui. j'ai écrit une bonne partie du livre là. Ouais. J'ai écrit, je pense, le tiers, mais j'ai déjà écrit plein d'autres choses, donc non, ça, il se fait, mais je sais pas. Bon, on Un va an, vous je pense. suivre. Une année, je pense. On va suivre cela attentivement, bien sûr, puisqu'on a à cœur de suivre les auteurs voilà, que Ah, l'on c'est gentil. rencontre et découvre dans le prix du roman Sésame. Alors, j'ai une question pour vous de Céline, qui vous demande, Jérôme, si... alors, j'ai une question, pardon, juste avant, je vois que ça défile. Non, de Solange, pardon, qui demande si vous avez consulté Jérôme et fait lire les parents de ses enfants dont vous écrivez l'histoire. Bien Et sûr. si les parents de ces enfants vous ont fait un retour. Bien sûr. Je l'ai particulièrement évidemment à la maman de Nell, qui a lu le livre avant qu'il sorte, bien avant qu'il sorte, avant qu'il soit imprimé, parce que je voulais qu'elle me donne son aval, tout simplement. Euh, oui, oui, bien sûr. Et les retours ça tournait toujours autour de la même chose. C'était merci de dire qu'on existe, merci de nous dire qu'il ne faut pas avoir honte, et merci de parler de ces enfants dont personne ne parle. C'était toujours, Mm, ça revenait autour de mm, cette idée. On les cache, hein. Enfin, je veux dire, on les cache. Et, euh, et le fait de les exposer comme ça et de dire qu'ils sont beaux, et que si tout le monde était comme eux, le monde irait mieux, évidemment que les parents, je pense que ça leur a fait du bien, même si ce n'est pas je n'avais pas pensé à ça en écrivant, mais c'est ce que j'ai découvert après à la sortie du livre. Ouais. Alors Céline ensuite vous demande si vous vous déplacez pour des rencontres en bibliothèque, collège ou lycée. Et ou lycée. Oui. Bien sûr, je fais ça tout le temps. Ah oui. Alors, je le fais beaucoup en Belgique parce que c'est pratique pour moi, etc. Mais ouais, assez souvent en France. Je suis venu plein de fois en Bretagne. Je suis allé partout, un peu partout. Bien sûr, dès que je peux aller à la rencontre des lecteurs des Dragons, j'y vais parce que euh, je savais pas ça en écrivant le livre, en fait. C'est quelque chose que j'ai découvert quand il est sorti, combien le sujet est important. Il était important pour moi, le sujet, mais je n'avais pas connaissance. Mesurer peut-être Non, j'avais pas le du tout point. mesuré. Non, j'avais pas Mm, mesuré. Et mm, maintenant, je le sais parce que ça fait un an et demi, 2 ans que ça dure. Et évidemment, je sais l'importance d'aller continuer de parler, de visibiliser. mm, mm.
et de sensibiliser à ça. Bien sûr, oui, bien sûr, je me déplace. Mm, mm. Dans les mesures Possible de d'agenda. mais oui, c'est ça. Bien sûr. Et vous nous disiez en introduction que, une adaptation au théâtre était donc, Ouais, ça a pas déjà en été joué en projet, Belgique. mais ça a été fait en Belgique, pas encore en France? Non, Non? il n'a pas encore tourné en France. Ce spectacle, là, il y a une reprise en Belgique au mois d'octobre-novembre. Mmh. Et puis, est-ce qu'il y aura une tournée en France? Je vous avoue que je n'en sais rien. J'espère que J'espère. c'est un beau spectacle en plus. Donc j'espère qu'il ira en France, mais je n'ai pas d'informations. Vous nous en donnerez? Oui, Bien. Eh bien, écoutez, Jérôme, merci beaucoup, mais merci à vous. de cet échange. C'était tout à fait passionnant. Ah ben, merci à vous. Voilà, et c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup aux participants, Merci. participantes. J'en profite pour vous rappeler que pour voter pour le prix du roman Sésame cette année, eh bien, c'est jusqu'au 8 novembre. Vous êtes invités donc à désigner vos 3 romans coup de cœur de la sélection parmi lesquels donc Les Dragons, bien évidemment. Les résultats, les 3 finalistes seront dévoilés en webinaire au mois de janvier, avant donc une remise de prix qui aura lieu à Paris fin mars. Plus d'informations évidemment à venir. Et puis pour terminer, j'en profite également pour annoncer un prochain webinaire avec l'autrice Oriane Velten pour Simca, donc un tout autre univers. Voilà. Date à venir aussi très prochainement. En tous les cas, merci encore Jérôme, merci aux Merci à vous. participants. Bon après-midi à toutes et à tous et un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Un grand merci.